Merci de l'invitation à venir vous parler de généalogie aujourd'hui. C'est sûr qu'après la prestation de Caroline Isabelle, c'est assez difficile de ne pas se répéter dans certains secteurs parce que la généalogie, quand même, c'est un petit monde. Hein? Ce n'est pas un monde, même si c'est vaste en territoire, parce que vous savez, la pratique de la généalogie, ce n'est pas seulement qu'une affaire québécoise. Hein? La généalogie se pratique en Europe depuis l'époque du Moyen Âge. Aux États-Unis, on voit aussi avec les Mormons, leur bibliothèque de Salt Lake City, où j'ai eu l'occasion d'y aller à 2 reprises, tout l'engouement pour la généalogie aux États-Unis. Comme on l'a dit, les émissions comme Roots ont favorisé le développement de la généalogie. Mais si on fait un peu l'histoire de la généalogie au Québec, la généalogie remonte à peu près des années, à 150 ans, la généalogie québécoise. Qui sont les premiers à avoir fait de la généalogie au Québec? Ce sont bien sûr deux groupes principaux, des notaires et des curés. Pourquoi? Bien, les notaires avaient accès déjà à beaucoup de documentation dans leur minute de notaire et les curés avaient accès à l'état civil. Les premiers ouvrages qui ont été faits, registre de Notre-Dame de Québec, publié dans les années 1850, où c'était le premier inventaire de registres fait au Québec. Ensuite de ça, il y a eu d'autres publications comme Généalogie des familles de Charlebourg, Généalogie des familles de l'île d'Orléans, Généalogie des familles de la Beauce. Toutes des publications qui recensaient des généalogies ou en fin de compte des filiations généalogiques dans les années 1850-1860. Par la suite, l'arrivée, bien sûr, de Mgr Cyprien Tanguay, qui a fait une œuvre monumentale. Quand on pense recenser la population d'un pays ou d'une province en 1870, quel ouvrage monumental. Même s'il a fait beaucoup d'erreurs, ce qui était tout à fait normal, il n'y avait pas l'informatique, ni l'Internet, ni les bases de données, il a fait quand même un travail exceptionnel et qui, même encore aujourd'hui, les généalogistes utilisent encore le dictionnaire Tanguay, comme on l'a appelé, fréquemment dans leur généalogie. La généalogie s'est développée aussi petit à petit par la suite avec l'Institut généalogique Drouin au début des années 1900, qui était une société commerciale qui vendait des généalogies, bien sûr. Il y en a eu de nombreuses qui ont été vendues à travers le Québec. Et par la suite, s'est développée la généalogie, mais cette généalogie commerciale qui a été prise d'assaut par les compagnies dans une certaine mesure, c'est arrivé la création en 1943 de la Société généalogique canadienne-française. Première société de généalogie francophone au monde, 1943, et qui publie une revue qui s'appelle Mémoire. Mémoire qui existe depuis 1944. La plus vieille revue en histoire des généalogies au Canada. En tout cas, francophone, là, on peut même parler aussi, bien sûr, de la revue d'histoire de l'Amérique française, mais c'est un peu après. Le cahier des disques, un peu avant, mais c'est un annuel. Mais quand on parle d'un trimestriel, donc c'est une revue. Dans les années 50, 60, d'autres sociétés de généalogie se sont développées au Québec, à Québec, dans le coin de Chicoutimi, dans l'Outaouais, tout ça. Ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu une recrudescence de la généalogie par l'intermédiaire de la collaboration entre généalogistes. Dans les années 50, les généalogistes disaient « J'ai trouvé l'information, trouvez-la, moi je la garde pour moi-même ». Cette notion d'individualité, si on veut, dans la recherche, c'est dépassé aujourd'hui. Maintenant, il y a une collaboration entre tous les généalogistes qui, s'ils trouvent quelque chose, on partage. Je pense que la généalogie, c'est une raison d'un partage, aussi un partage de l'information. Bien sûr, comme l'a dit Caroline Isabelle, dans les années 70, le développement s'est fait davantage, mais il y a eu quand même une baisse à un certain moment donné dans la pratique généalogique et ça a repris dans les années 1980-90. Deux phénomènes importants. Premièrement, l'éclatement des familles et la quête d'identité. L'éclatement des familles, on sait aujourd'hui que des fois, les enfants, ils ont 4-5 grands-pères hein, et des grands-mères aussi. Donc, là, à un moment donné, ils veulent se situer dans la famille mononucléaire. D'où ils sont, de qui ils sont issus. Bien beau avoir beaucoup de cadeaux, ça fait plus de cadeaux à Noël, mais d'un autre côté, on est issu d'un seul couple, en fin de compte, génétiquement. Alors, donc, ça aussi, c'était ce phénomène-là. Phénomène d'identité aussi, phénomène de quête d'identité, qui nous sommes, d'où on vient, qui sont nos ancêtres. Bon, on a dit que ça permet de mieux connaître, de mieux préparer l'avenir. Bon, ça, on peut le laisser penser aussi, mais je pense que c'est une connaissance de nos ancêtres, de s'approprier, comme on a dit, en fin de compte, l'histoire généalogique de chacun de nous. Ces phénomènes de généalogie s'est développé davantage avec l'arrivée d'Internet.
Internet a révolutionné la généalogie, ou la généalogie a été révolutionnée par Internet, mettez ça un ou l'autre, la généalogie s'est emparée carrément d'Internet. Quand on regarde sur les sites Internet, là, souvent je fais des farces, les 3 principaux sites de généalogie dans le monde, je pense que c'est Dieu, le sexe, puis la généalogie. Regardez ça, c'est à peu près les nombres de pages, des millions et des millions de pages sur ces sites-là, ces 3 thèmes de sites-là. Et ce qui s'est développé davantage, après la généalogie, ce sont les bases de données. De nombreuses bases de données ont été développées, mises en service par des associations, des sociétés généalogiques, plein d'informations. Par la suite, les Archives nationales du Canada et les Archives nationales du Québec ont mis aussi beaucoup de documents généalogiques, les registres d'état civil, les actes notariés sur Internet, ce qui a fait quand même un engouement que tout le monde pouvait consulter librement ces informations. Mais qui dit consulter Internet, vous savez, c'est comme un imprimé. Tout ce qui est imprimé risque d'être erroné. Moi, je dis toujours ça en généalogie. Alors, encore plus sur Internet, parce qu'avant ça, pour faire un livre, il fallait quand même passer par un éditeur, même aujourd'hui qu'on fait beaucoup de livres à compte d'auteur, avec les copies Beck, puis les copies qui existent dans le monde ou au Québec. Mais quand même, donc, il faut faire attention à tout ce qui existe sur Internet. La source de base de toute généalogie, bien sûr, ce sont les documents d'archives. Avant de vous présenter un cours présentation de la généalogie, ça a été fait pour des néophytes, peut-être pas des étudiants en histoire, c'est des gens que je rencontre souvent dans les universités de 3e âge, des groupes sociaux qui vous disent, bon, parler de généalogie, donc j'ai monté une petite présentation. Juste spécifier quand même que la généalogie, c'est une science, on le sait, c'est une science auxiliaire de l'histoire, et ça rassemble aussi l'histoire, la démographie, beaucoup la démographie. Hein, on connaît le programme de démographie historique de l'Université de Montréal, le PRDH. Ensuite de ça, les banques notariales parchemin sur les actes notariés, et aussi donc la sociologie. C'est un ensemble de tout, et qui fait de la généalogie ne fait pas seulement un squelette, c'est-à-dire une lignée généalogique de 10 ou 12 ancêtres. Comme on l'a dit plus tôt, faire ça, ça prend 2 heures. 2 heures, s'il n'y a pas de problème d'adoption, etc., on réussit à remonter au premier ancêtre venu en Amérique. Ce qui est important quand même dans le phénomène de généalogie, c'est qu'il y a environ 25 000 généalogistes au Québec, regroupés au sein de fédérations de généalogie ou fédérations d'histoire. Mais on sait que dans la pratique momentanée, vous savez que le problème avec la généalogie, c'est qu'il y en a qui en font toute leur vie. Il y en a qui en font pendant 6 mois. Ils ont fait leur arbre, ils savent c'est qui leur ancêtre. Merci, c'est fini. Ils ont donné une copie à ma tante, à mon oncle, puis tout le monde est content. Le party de Noël, c'était correct. Tout le monde a eu sa copie de généalogie, puis l'affaire est terminée là. Mais ça va au-delà de ça. Je pense que la rédaction d'une histoire de famille, c'est l'avenir de la recherche généalogique. C'est là-dessus que, de plus en plus, lorsque je donne des communications, j'essaie d'inviter les gens à ne pas seulement faire un arbre généalogique, mais plutôt l'histoire complète de sa famille. Si je reviens un peu, avant de vous présenter ça, un peu à mon cheminement, moi, en généalogie. J'ai commencé dans les années 70. Ça ne me rajeunit pas, mais quand même, je me suis intéressé à des monographies de paroisse, qu'on appelait avant des monographies de paroisse. J'étais dans la région de la Nodière, à Chersey, et j'ai fait à un moment donné un premier ouvrage sur l'histoire du village. Et je me suis aperçu que construire un village, construire des églises, des écoles, il y a des gens qui les ont construits. Qui sont ces gens-là? Et c'est là que je me suis intéressé à la généalogie parce que c'est des personnes qui ont bâti ces villages-là, ces personnes-là dont les parents venaient d'ailleurs, depuis les grands-parents venaient d'un autre endroit, comme dans le bout de la Nodière. Il y a beaucoup de descendants acadiens. Hein? L'Assomption, Saint-Jacques-de-la-Chigan, Rawdon, Chersey, Saint-Donat. Alors donc, c'est un cheminement intéressant. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, je dis, ces personnes-là sont intéressantes parce que c'est eux qui l'ont construit, ce village-là. C'est eux qui ont ouvert les routes, qui ont fait de la politique locale, qui sont impliqués dans les commissions scolaires, etc. Donc, ce cheminement-là s'est fait à partir de là. Et ça m'a toujours intéressé un peu et je me suis spécialisé un peu en généalogie, mais aussi en phénomènes migratoires. J'ai travaillé beaucoup sur les phénomènes migratoires, Amérique-Europe, Europe-Amérique, Québec-Louisiane, un peu moins Québec-Acadie, mais quand même, ça fait un ensemble. Et moi, je me pensais, avant ça, qu'on parlait de Nouvelle-France,
c'est la vallée du Saint-Laurent. J'ai compris après que la Nouvelle-France, c'est beaucoup plus grand que la vallée du Saint-Laurent et que dans la Nouvelle-France, il y a le Canada, il y a l'Acadie, la Louisiane, les pays d'en haut, etc. Et donc, on voit tout le phénomène aussi d'arrivée des immigrants qui viennent d'Europe, 10 000 à peu près, entre 1620 et 1760. On est descendant de 3 500 unions. C'est sûr que 3 500 unions, c'est restreint par rapport à au nombre de personnes qui sont allées aux États-Unis, etc. Donc, on était beaucoup inférieurs. Mais donc, on a une identité généalogique propre à nous. Et c'est ces phénomènes-là que j'essaie d'étudier. Et je me sers beaucoup de la démographie pour comprendre ces phénomènes-là. C'est important parce qu'on peut bâtir des tableaux sur des groupes de personnes. Quand on travaille sur une famille, comme j'ai fait, sur les Fourniers, ou Mme Caron sur les forêts, on travaille en général à la verticale. Mais quand on travaille sur un ensemble de familles, on travaille sur l'horizontale. Et c'est ça qui est intéressant. Ça nous permet de comparer des individus qui viennent souvent des mêmes patelins, qui sont établis dans les mêmes régions. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé sur les soldats de Carignan-Salière dernièrement. Et je me suis aperçu que mes 285 soldats de Carignan-Salière qui se sont mariés en Nouvelle-France ont épousé 169 filles du roi. Ah, c'est intéressant. Mais si on pousse plus loin, on voit que mes soldats de Carignan-Salière, qui viennent de la région de Poitou-Charentes, ont épousé des filles du roi dans une large proportion, qui viennent aussi de la région Poitou-Charentes. Et donc, on a reconstitué en Amérique un milieu qu'on connaissait avant le départ. C'est quand même intéressant. Alors, vous voyez que la généalogie, ça peut mener à beaucoup de phénomènes, beaucoup d'explications, beaucoup de recherches latérales. C'est bien sûr, je dis souvent, nos ancêtres n'ont pas vécu de façon isolée. Ils ont vécu en communauté, même si les villages étaient quand même isolés, surtout l'hiver, mais ils ont vécu donc en groupes sociaux. Et c'est là qu'il est intéressant aussi de voir les relations entre les familles qui habitent un même village. Pourquoi un tel a marié telle personne? Bien, si on va voir au recensement de, je ne sais pas, 1825, on s'aperçoit qu'il restait un en face de l'autre, il y avait une propriété, un en face de l'autre. Alors, vous voyez donc, c'est toutes des choses intéressantes. Quand les gens font de la généalogie, donc, on s'intéresse aussi au milieu qui entoure notre famille. La création des municipalités, création des commissions scolaires. Nos ancêtres, quelques-uns ont été commissaires d'école, maires, conseillers municipaux. Il y en a d'autres qui ont eu des métiers. Donc, il y a un milieu de vie assez intéressant. J'ai eu l'occasion, dans les dernières années, de travailler pour 3 séries télévisées. Québec, une histoire de famille, des capsules qui ont été présentées à TVA pendant quelques années. Donc, aussi très, très intéressant comme recherche parce que je pense qu'ils ont fait une bonne émission dans la minute et demie qu'ils avaient pour faire ce dossier-là. Depuis 2 ans, j'ai eu l'occasion de travailler aussi pour la série Qui êtes-vous? Alors donc, c'est aussi une série, je pense, emballante. Moi, j'étais très intéressé par cette série-là. Il y en a que ce n'est pas l'orientation que j'avais donnée, mais vous savez que dans les émissions de télévision, c'est le producteur et le réalisateur qui décide. Moi, je fais la recherche, puis des fois, ils s'en vont sur une autre piste que moi, je n'ai pas explorée, mais ça, c'est la liberté de chacun. Dernièrement, cet été, j'ai travaillé pour Slalom, production à Ottawa, qui va réaliser une série de capsules aussi de 2 minutes et demie sur nos ancêtres avec une relation avec des citoyens ou des personnalités importantes, connues du monde artistique principalement. Alors, vous voyez, la généalogie, ce n'est pas seulement qu'en fin de compte, faire une petite recherche personnelle, ça peut s'élaborer. Et moi, je dis souvent, je dis, quand ça donne l'occasion, à des étudiants en histoire, il y a des créneaux généalogiques qui peuvent être intéressants. J'en connais quelques-uns qui ont des diplômes universitaires, qui ont pris une tangente généalogique parce que la population est intéressée. Moi, je donne des conférences dans des sociétés de généalogie. J'en donne presque une vingtaine par année. Il y a des fois, c'est trop, mais donc j'essaie de me restreindre, surtout l'hiver. Mais quand même, on voit l'intérêt des gens, c'est qui on va donner des conférences. Il y a peut-être 5 ans ou 10 ans, c'était toutes des têtes grises. Et là, on voit quand même des plus jeunes qui arrivent, quête d'identité, savoir qui ils le sont par rapport à leur famille. C'est ça qui est leur intérêt.
Donc, on développe maintenant. Et quand on parle de généalogie, comme j'ai mentionné, on parle d'histoire, on parle de démographie, on parle de sociologie. Donc, c'est un ensemble cohérent, d'après moi, qui permet quand même de faire avancer la recherche historique. Comme l'a dit Mme Caron au début, les historiens patentés nous boudaient. Boudaient, puis le mot est faible même. Écoutez, j'ai écrit 32 livres. C'est quand même pas mal, hein, je veux dire. Donc, quelques-uns publiés en France, 2 publiés en France, pas au Québec, juste uniquement en France. 3 chez Septentrion, quand même le faire. Hein? Et moi, j'ai une 11e année. Je ne suis pas allé plus loin parce que les cégeps sont arrivés l'année après. Donc, je ne peux plus aller au cégep. Je suis rentré au gouvernement du Québec, j'ai fait carrière au gouvernement du Québec. Mais, je veux dire, j'aurais aimé ça peut-être être docteur en histoire, mais j'ai suivi un cours quand même à l'UQAM en histoire des années 73-75. Mais disons que la grève des étudiants ne m'a pas aidé, parce que donc, ça bloquait souvent les étudiants du soir qui voulaient aller faire leur cours, les étudiants du jour bloquaient, mais ça, on ne fera pas d'histoire politique avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on peut développer des affinités, des connaissances, et je me rappelle dans mes premiers écrits, je pense que le premier livre qui a intéressé les historiens, c'est les Français au Québec de 1765 après la conquête. C'est peut-être la première fois que des historiens patentés m'ont cité dans leur bibliographie. Parce qu'essayer de trouver un généalogiste, comme un des mortels, connu ou moins connu, à être cité dans une bibliographie d'un ouvrage d'un historien, vous allez voir que c'est rare. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Il y a des fois, ils n'ont pas le choix. Moi, j'ai publié un livre sur les captifs en Nouvelle-Angleterre. Là, ils n'ont pas le choix parce que c'est le seul à avoir traité de ce sujet-là, à part de certains auteurs américains. Alors donc, vous voyez, la généalogie, je pense que c'est un aspect de l'histoire qui est important. Et moi, je vous conseille peut-être de regarder cette orientation-là. Je ne veux pas être mercantile, là, mais il y a quand même des sous à faire dans ce domaine-là. Parce que, je veux dire, il y a des intérêts et on fait affaire avec une population, avec la populace, si on veut. On fait affaire avec des gens ordinaires qui nous prennent un peu souvent pour des dieux. Mais quand même, je veux dire, on aime ça. Dans le fond, ça nous permet quand même d'apporter quand même notre contribution à l'histoire du Québec et au développement historique du Québec. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. La seule chose que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de certificat en généalogie dans les universités québécoises. Il y en a dans les universités françaises, il y en a dans les universités américaines. Pourquoi il n'y en a pas au Québec? Je demande ça à, mettons, je ne prendrai pas de nom, des professeurs d'université. Ils m'ont dit, il n'y a pas d'intérêt. Proposez le cours, vous allez voir comment il y a de généalogistes qui vont s'inscrire à votre certificat en généalogie. Je ne parle pas d'une maîtrise ou d'un doctorat, je parle seulement d'un certificat. Et comme les généalogistes, c'est des gens qui sont un peu laissés à eux seuls, le fait d'avoir un certificat en généalogie reconnu par une université, ça leur ferait du bien. Je m'excuse, mais c'est un peu ça dans la réalité. Et on me dit, il n'y a pas d'intérêt. Bien, lancez le cours, puis vous allez voir s'il n'y a pas d'intérêt. Le problème qu'ils ont, peut-être, c'est qu'ils n'ont pas de professeur pour enseigner en généalogie. C'est l'autre problème qu'ils ont. Alors donc, là-dessus, il faut voir développer des gens qui vont s'intéresser à la généalogie. Je vais vous présenter maintenant un petit aperçu de la généalogie, donc famille de l'île d'Orléans, ici, qui a illustré mon livre. Une définition de la généalogie. Je pense que cette définition-là que j'ai préparée en 2009 dans mon livre, mon guide de généalogie, est quand même celle qui a été acceptée par la plupart des historiens et généalogistes au Québec et en France. Je pense qu'elle est très réaliste, donc connaissance des ancêtres, ceux de la première comme ceux de la 10e. Comme a dit Mme Caron précédemment, le premier qui est arrivé, il est engagé, il s'est établi, il s'est marié, il a eu une terre, puis il a eu 3 enfants, puis il est mort. Pas grand-chose à faire avec l'intérêt d'une personne comme ça. Mais par contre, celui-là qui est à la 8e génération, lui, il était peut-être forgeron dans son village, marguillier, commissaire d'école, et donc c'est là qu'on voit l'intérêt de travailler sur ce personnage qui est à une autre génération. C'est le résultat d'un ensemble de recherches d'ordre biographique, démographique, sociologique, réalisées à partir d'archives manuscrites et de sources imprimées. La généalogie permet de découvrir à travers l'histoire ce qui nous a précédé dans l'espace-temps. Donc, moi, je pense que si vous voulez avoir une définition, je ne dis pas que la mienne est la meilleure, mais je pense qu'elle est assez réaliste dans une certaine mesure.
Généalogie familiale, bon, une personne sur 10 s'intéresse à l'histoire de sa famille, c'est aussi intéressant. Et le phénomène, comme j'ai mentionné, n'est pas seulement québécois, il est aussi international. Réunion de famille, occasion de, des mariages. C'est surtout aux funérailles qu'on parle beaucoup de généalogie. C'est quand même, c'est pas drôle, là, mais c'est là que, tu sais, on se rend, parce que là, on a vu notre cousin qu'on n'a pas vu depuis 20 ans ou 30 ans, et donc on a vu la ma tante qui était de tel endroit. Oui, bon, vous voyez, il y a toute une histoire généalogique qui se présente avec ça. Donc, la généalogie, de nombreux moyens de présenter une généalogie. Je vous le fais grâce. De toute façon, vous aurez ce document-là aussi sur le réseau. Une généalogie agnatique, donc c'est la mienne ici. Donc, vous voyez, c'est assez simple. On remonte, c'est patriarcal, malgré qu'on s'intéresse davantage maintenant aux généalogies matriarcales, c'est-à-dire monter de fille en mère, de mère en grand-mère. Remarquez bien que c'est la plus sûre, hein? Tableau généalogique en inventaire, 1012 ancêtres de chaque côté. Alors donc, c'est parce que nous, en Amérique du Nord, on a un premier ancêtre qui est arrivé. Pas seulement pour les Québécois, pour les Acadiens, les Canadiens anglais, les Américains, les gens du Brésil, de l'Argentine, du Mexique. Il y a un premier qui est arrivé en Amérique du Nord. C'est un nouveau monde. Quand on regarde que nous, on a la... Comment je pourrais dire ça? Donc, on a la fierté de notre premier ancêtre. Même s'il n'a rien fait dans sa vie, là, comme j'ai mentionné, c'est notre premier ancêtre. Il est parti d'un petit village en France ou d'une ville, puis il est venu s'établir en Nouvelle-France. Nos amis français, c'est qui leur premier ancêtre? Alors donc, eux autres, ils sont obligés de faire la généalogie comme à l'envers. Ils remontent les ancêtres, mais ils arrêtent lorsqu'ils n'ont plus de source. Mais ils ne peuvent pas connaître leur premier ancêtre. Bien sûr que, comme je dis souvent, autant chez vous que chez nous, Saint-Louis et Charlemagne fait partie de notre généalogie. On va quand même assez loin. Alors, tableau sur 10 générations. Et donc, on remarque que dans une généalogie comme ça ici, plusieurs ancêtres vont revenir au même endroit. Parce que, je veux dire, on multiplie 2, 4, 8, 16, 32, etc. Et donc, j'avais écrit dans mon guide qu'on a 1084 ancêtres, 1024 ancêtres. Mais ce n'est pas vrai parce que nous, on ne peut pas être notre propre ancêtre, donc c'est 1023. Mais vous savez, il y a des gens qui sont très pointilleux en généalogie quelquefois. Dans un inventaire comme ça, c'est sûr qu'on va trouver des Amérindiens, des Germaniques, des Américains, des anglophones, des Acadiens. On va en trouver. Par contre, j'ai fait près d'une centaine de généalogies récemment à partir d'individus qui m'ont été proposés, que je n'ai pas choisis, et qui venaient de toutes les régions du Québec. Et sur 100 généalogies, je n'ai pas trouvé un seul ancêtre amérindien. J'ai trouvé bien sûr des Acadiens, bien sûr des Écossais, des Irlandais, des captifs de la Nouvelle-Angleterre, mais pas d'Amérindiens. Je ne sais pas si... Donc, le métissage au Québec, c'est pas parce qu'on a le nez un peu crochu qu'on a des ancêtres amérindiens. Il faut faire attention à ça. Présentation différente aussi de la généalogie par des portraits. C'est quand même intéressant. Vous savez, la généalogie, c'est une quête des ancêtres. On recherche les ancêtres. Et toutes les pistes, c'est une enquête policière. On fait exactement comme si un meurtre avait eu lieu et on recherche les auteurs de ce meurtre-là. Donc, on remonte la piste de ça. Ici, dans cette généalogie-là, j'ai retrouvé, c'est mes enfants, moi, mes parents, ma famille des parents, mes grands-parents. Celle-ci, je n'avais jamais vu cette photo-là. Jamais de ma vie. J'ai trouvé ça chez un de mes cousins à Sherbrooke. Et quand je regarde, quand j'avais une moustache, surtout, il me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Lui, mon grand-père, ça ne me ressemble pas, mon père non plus, mais mon arrière-grand-père, c'est quand même un phénomène intéressant de voir qu'il y a une ressemblance à ce niveau-là. Donc, la généalogie, ça peut être faite par portrait de famille. L'enquête généalogique, rigueur dans la recherche, l'analyse des données, essentielle pour établir une manière irréfutable. La généalogie, c'est peut-être tel parent, c'est peut-être à telle date, puis c'est peut-être à tel endroit. Non, c'est exactement selon des dates très déterminées. Si vous voulez voir un livre important sur la généalogie, René Jeté, Traité de généalogie, Université de Montréal, 1972, je pense qu'il est épuisé, mais il est disponible en bibliothèque. Vous avez là un traité de 600 quelques pages qui traite de la généalogie.
Donc, rigueur, c'est essentiel dans toute recherche généalogique. Formulaire, méthodologie. Moi, je me rappelle, quand je me suis inscrit au cours d'histoire à l'UQAM à Montréal, les premiers cours, c'était méthodologie. C'était plate, ça, parce que j'ai fait pas mal de méthodologie, mais je veux dire, il fallait passer par là de toute façon. Donc, formulaires qui peuvent exister, formulaire de recherche de famille, comme ça ici. Si vous voulez voir ces formulaires, vous allez sur mon site Internet, marcelfournier-com, puis vous allez les trouver. Les sources généalogiques, consultation de plusieurs sources documentaires, d'établir l'histoire de nos ancêtres. Les sources disponibles sont nombreuses et variées, donc, comme on l'a dit aussi il y a quelque temps. Le problème de la généalogie, savez-vous, c'est quoi? C'est que même si quelqu'un a fait la généalogie de sa famille, on a le devoir de la refaire. Pas parce qu'on ne se fie pas à l'autre, mais c'est nous, notre recherche à nous. Même si mon oncle ou un voisin qui a le même ancêtre l'a fait, on veut s'assurer, nous, qu'on fait la même histoire. Alors donc, vous voyez ici des répertoires de mariage, comme vous connaissez, qui sont de moins en moins populaires parce que maintenant, on a ça sur Internet. Le dictionnaire de René Jeté, donc un dictionnaire très connu qui va jusqu'à les années 1730. Fiche du dictionnaire Jeté, qui est maintenant disponible même sur Internet. L'état civil. Bon, l'état civil, en fin de compte, c'est la base de la recherche généalogique, l'état civil. Hein? C'est dans les registres d'état civil qu'on trouve la filiation. Dans le système catholique, si on veut, du Québec, dans les registres d'état civil, on a deux mentions des parents, à l'acte de baptême et à l'acte de mariage. Dans le cas des protestants, ils font la généalogie par les baptêmes, parce qu'au mariage, ce sont souvent des témoins qui sont là au mariage. Alors, c'est pour ça que nos amis anglophones s'intéressent beaucoup au recensement, parce que dans les recensements, surtout les recensements de la fin du 20e siècle, on a la filiation. Avant ça, on ne l'avait pas. Alors, c'est-tu un domestique ou c'est un enfant de la famille, on ne le sait pas. Alors, donc, aussi, c'est quand même important. Un acte de mariage, donc, comme on voit assez couramment. Facile à lire, celui-là aussi, mais je vous invite aussi, je ne sais pas si dans l'université aujourd'hui, on donne des cours de paléographie, mais si vous allez voir des vieux documents français, des documents d'archives ou certains documents notariés, un bon cours de paléographie, là, ça vous nuira jamais toute votre vie. L'acte de baptême, acte de sépulture. Donc, je veux dire, comme j'ai mentionné, la filiation se fait à partir de ces documents-là qui maintenant sont tous sur Internet. Vous allez sur Family Search, Registre d'État civil du Québec, vous les avez de 1620 à 1900. Donc, gratuitement en plus. Formulaire de mariage, fort intéressant. Le gouvernement a laissé couler ça en 1996. Et donc, on a maintenant tous les mariages du Québec, indépendamment de la confessionnalité, de 1926 à 1996. Donc, les bases de données. Bon, j'ai mentionné un peu que ça fait un pas de géant avec les bases de données. Je vais en présenter quelques-unes. BMS 2000, qui est un regroupement de répertoires généalogiques faits par les sociétés de généalogie au Québec qui sont mis ensemble pour créer une grande base, une base payante, mais qui est quand même pas tellement chère. Donc, on a là-dedans les mariages de 1620, mariage, baptême et décès, 1620, aller jusqu'à l'an 2000. Un modèle de ce qu'on peut trouver dans ces formulaires-là. C'est réellement la généalogie au bout du doigt. C'est bien sûr que le phénomène de la généalogie développé par l'informatique et accessible à la maison a fait une diminution importante de la consultation par les généalogistes dans les centres d'archives, soit les centres d'archives nationales ou même les sociétés de généalogie. Ça, il y a eu une baisse considérable parce que de plus en plus, on met des documents sur Internet. Donc, il y a moins en moins de ressources dans les centres d'archives maintenant pour répondre au public. Et donc, là aussi, ce qui est important, c'est la formation, c'est les cours de généalogie qui se donnent par ces sociétés-là. À Québec, ici, il y a une très bonne société de généalogie qui donne des cours en généalogie et c'est important d'en suivre quelques-uns, soit juste ceux-là de Rénal Lessard, qui est connu de la plupart des personnes ici, donc qui donne un cours sur les seigneuries, sur les actes notariés, les actes judiciaires, etc., donc aussi intéressant.
l'Institut Drouin aujourd'hui, qui s'appelle Généalogie Québec, qui est peut-être le plus grand site de généalogie au Québec. Vous avez énormément de documents, d'informations sur ce site-là. Le PRDH, hein, base de données, qui a intégré maintenant, depuis quelques années, Balzac. C'est ce que Gérard Bouchard a fait. Je fais une parenthèse, là, qui ne devait jamais être vendu, mais pourtant, ça a été vendu. Alors donc, maintenant, l'Institut Drouin a la base, donc, jusqu'en 1920. Une fiche du PRDH, comme on retrouve. Fichier Origine, aussi, qui est un très beau projet, gratuit, 6000 fiches là-dedans, de pionniers, avec toute l'information, parce que vous savez que les généalogistes québécois, comme ceux aussi de la Nouvelle-Angleterre, parce qu'il faut penser aussi qu'il y a 14 millions de descendants de Québécois en Nouvelle-Angleterre, donc sont intéressés aussi par nos généalogies. Et donc, dans ce fichier-là, vous trouvez aussi beaucoup d'informations. Et les généalogistes, une fois qu'ils ont trouvé leur premier ancêtre, ils en veulent toujours plus. Ils veulent remonter les ancêtres en France. On réussit des fois à remonter 3 générations. Vous savez, les plus vieux registres, ceux de Bretagne, là, 1470, 1500, j'ai vu des registres à Saint-Malo avec la signature de Jacques Cartier. C'est quand même, tu sais, ça te fait quand même un petit chaud au cœur quand on voit une signature de Jacques Cartier. Malheureusement, il y a plusieurs années, on découpait les signatures pour les vendre dans les registres. Maintenant, le microfilmage permet d'éviter qu'il y ait un pillage de l'information. Une fiche fichier origine, vous voyez qu'est-ce que ça donne comme information. Les actes notariés, état civil, acte notarié, recensement. 3 sources de base pour faire la généalogie. Si on ne consulte pas ces 3 sources-là, on est à côté. Il faut réellement essayer de voir les possibilités. Les actes de notaire, tradition latine. Hein, il n'y en a pas en Allemagne, des notaires. Il n'y en a pas en Autriche, il n'y en a pas en Angleterre, mais il y en a dans tous les pays latins. Et comme les actes notariés sont arrivés avant l'état civil, on peut remonter même à Paris. J'ai remonté, moi, des contrats de mariage jusqu'à 1500. Alors, donc, de descendants de familles d'amour et d'amour du Québec, là, 1500 dans l'unité centrale des notaires de Paris. C'est quand même intéressant. Contrat de mariage, document qui compense l'absence de l'acte de mariage, parce que dans ce document-là, on a la même mention que dans l'acte de mariage, c'est-à-dire le nom des parents, la filiation, ce qui est important en généalogie. Inventaire après décès, le plus beau document qui existe chez les notaires. Pourquoi? Parce que dans l'inventaire après décès, quand c'est fait, on a tous les papiers de la famille. S'il y a un contrat de mariage, les ventes, les transactions, tu as vendu ta vache à ton voisin, tu vas chez le notaire. Alors, imaginez-vous la richesse des contrats de notaire. Donc, les inventaires après décès. La banque de données Parchemin, qui est disponible aussi sur abonnement, mais pour les institutions seulement. Donc, on voit ici, là, la banque de données pour une recherche. Et on voit le résultat d'une recherche. Donc, vous pouvez rechercher. On est le seul endroit au monde où on a la totalité des actes notariés de 1630 à 1800. Ils ont commencé à le faire en France. Ce n'est pas les archives qui le font en France, c'est les sociétés de généalogie françaises qui le font. Mais vous imaginez les archives notariales en France, nous, 10 000 pionniers, 60 000 de population à la fin du régime français, en France, 15 millions. Alors, imaginez-vous le travail qu'il y a à faire. Les recensements, bien sûr, autre partie importante parce que c'est le portrait d'une population à une année fixe. Et plus les recensements avancent, et maintenant on a le recensement de 1921 qu'on a accès. Il y a eu toute une bataille sur les recensements. Vous n'avez peut-être pas été au courant de ça, mais beaucoup, quand on a voulu interdire la publication des recensements pour je ne sais pas combien d'années, beaucoup d'historiens se sont mobilisés, surtout les historiens du Canada anglais, sont mobilisés pour que l'accès des recensements soit rendu libre, en libre accès. Index de recensement, c'est un petit tableau que j'ai fait qui permet de voir dans chaque recensement ce qu'on peut trouver. Et ça, je trouve ça, c'est pratique. Vous l'avez sur mon site Internet aussi. Si vous cherchez quelqu'un au recensement de 1825 pour son métier, si le métier n'est pas indiqué dans le recensement de 1825, ça ne vous donne pas la peine de le consulter. Et il y a des recensements qu'on donne l'origine des parents de la personne qui est recensée. 1891, puis une autre année. Intéressant. La seule perte qu'on a eue des recensements, c'était jusqu'en 1871, on avait le nom de fille de l'épouse.
Après 1871-81, c'est, exemple, Marcel Fournier puis Lucille Fournier. Ça, c'est un peu plate en généalogie, mais je veux dire, ça nous permet quand même avant d'avoir plus loin. Le recensement canadien de 1871. Tous ces documents-là sont sur Internet maintenant, sur Ancestry, sur Family Search, sur Automated Genealogy, plein de recensements. Là. Parlez-en à mon ami, comment il s'appelle, qui est chez vous, là, qui s'occupe pas mal de recensements. Là, le nom va revenir avant. Guy Saint-Hilaire, Marc Saint-Hilaire, très intéressé par les recensements. Recensement de 1901. Les rôles d'évaluation municipale, ça ne paraît pas, mais ça aussi, c'est intéressant. Document très intéressant. Index de recensement, bon, j'en ai noté ce qui est gratuit, ce qui est payant, là, donc vous avez une note là-dessus. Mais de toute façon, vous allez avoir ce document-là accessible, je crois. C'est pour ça que je vais un peu vite, là. Recensement canadien aussi par recherche. L'iconographie. Important. Une image vaut 1000 mots, hein? Et retrouver. Écoutez, quand on fait de la recherche, je vous donne une anecdote pas plus tard que la semaine passée. J'ai publié une petite brochure sur le régiment de Carignan-Salière en 2014 et je connais bien sûr tous les capitaines des régiments de Carignan-Salière. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette semaine le portrait de Hector Dandigné de Grandfontaine, capitaine au régiment de Carignan-Salière. C'est le seul portrait dans le monde, en tout cas qui existe, connu, d'un capitaine de Carignan-Salière. Alors, c'est comme une découverte importante qui sera diffusée à un moment donné, mais là, l'auteur me dit que des descendants de famille en France, hein, qui sont des Dandigné encore, donc qui ont ça dans leur portrait de famille. Portrait de mariage, hein, les grands-parents. Important. Dites à vos parents, à vos grands-parents ou arrière-grands-parents, si vous en avez, d'identifier leurs photos. Une photo non identifiée, c'est bon pour la poubelle. C'est des beaux costumes, mais c'est tout ce que vous allez voir. Il faut que les photos soient identifiées, de préférence au crayon de plomb, à l'arrière, clairement, afin que ces photos-là puissent servir à des histoires de famille dans l'avenir. Belle photo, portrait de famille. Carte postale. Moi, mes parents étaient à Matane, en Gaspésie, donc ce qu'ils ont vu probablement à une certaine époque. Beaucoup de pierres tombales. Ça aussi, c'est intéressant. Beaucoup d'informations. Il y a énormément de pierres tombales qui ont été photographiées à travers le Québec et identifiées. Alors, donc, ça nous permet de voir tous les noms là-dessus. De faire des plans et cartes. Développement, Bibliothèque et Archives nationales du Québec a développé sur son site Internet beaucoup de plans d'assurance incendie. Vous avez la maison, la rue, etc. Il faut faire attention, par contre, je vous dis juste un petit truc. Je ne sais pas à Québec, mais je sais qu'à Montréal, les numéros civiques ont changé 3 fois. Alors, la personne dit « la maison de mon arrière-grand-père », mais c'est parce que là, il y a eu un changement d'adresse de numéro civique. Ce n'est pas la bonne maison. Alors, donc, il faut faire attention. Mais sur Internet, hein, dans la Bibliothèque nationale, vous avez pour Québec l'index Cherrier qui a été publié, le Lovell pour Montréal, plein d'informations intéressantes. Biographie d'ancêtre, c'est sûr que, comme j'ai mentionné, ce qui est important, c'est de faire l'histoire de sa famille, pas seulement de faire une généalogie. Un exemple, il y en a plein de ça. Le problème qu'on a avec ça, c'est que pour les consulter, ils sont assez rares, parce que comme souvent, c'est des publications faites à compte d'auteur, ou par des associations de famille, vous ne les trouvez pas dans les bibliothèques universitaires. Vous allez peut-être les retrouver au Centre d'archives de Québec de Bibliothèques et Archives, mais vous allez les trouver probablement en dépôt légal. Malgré que plusieurs me disent, j'en ai fait 10 exemplaires, 2 pour mon oncle, puis 1 pour mon parent, puis 2 pour mon frère, puis il faut que j'en donne 4 en dépôt légal, j'en ai pas. Alors là, il y a un problème là-dessus. Là. C'est un problème qu'on essaye de dire aux gens. Je sais qu'à la Société généalogique à Montréal, on a le plus grand ensemble de collections de monographies de familles existantes. Bon, une biographie, hein, vous l'avez déjà vu, biographie de... Et voilà le guide que j'ai publié en 2009. Ce guide de généalogie, c'était une commande. Moi, je n'avais jamais pensé avoir l'intention de faire un guide de généalogie de ma vie. Mais les éditions de l'Homme m'ont demandé, on aimerait ça que vous faisiez un guide de généalogie. Donc, je me suis mis à le faire. Et quand moi, je fais un travail, je consulte beaucoup.
dans n'importe quel de mes livres, je n'hésite pas à la consultation. C'est important qu'on consulte d'autres historiens, on consulte des confrères, on leur demande leur avis, puis on en tient compte. Demander leur avis, puis pas en tenir compte, ça ne donne rien, mais on en tient compte. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Et quand je me lance dans un projet de recherche, je l'annonce, parce que j'aime bien ça, savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui travaille sur le même projet. Et quand quelqu'un d'autre travaille sur le même projet, bien, on peut collaborer. Comme là, je travaille présentement sur un projet des officiers des troupes de la marine au Canada. J'ai trouvé quelqu'un qui travaillait sur les chevaliers de Saint-Louis au Canada. Alors donc, là, je le rencontre prochainement. Et donc, il y a une collaboration à faire avec cette personne-là. Moi, que mon nom apparaisse tout seul ou avec d'autres personnes, c'est moins important. Peut-être le premier livre que j'ai fait, c'est important. Mais disons qu'après ça, tu te dis, ceux qui ont collaboré méritent aussi d'être là. Donc, c'est un peu la présentation que je voulais vous faire un peu de l'histoire généalogique au Québec. Deux notions quand même importantes. Vous savez, dans la généalogie, les noms de famille. Les noms de famille sont aussi intéressants. On est un caractère unique au monde concernant nos noms de famille. Vous avez remarqué comment on a de la Rose, la Fleur, Vadeboncoeur, etc. Comme il y a 10 000 pionniers qui sont arrivés, 3 600, 3 700 sont des militaires, et chaque militaire dans l'armée française avait un surnom. Depuis le Moyen Âge jusqu'aux guerres napoléoniennes. Leur surnom, c'était leur numéro matricule. Après 1815, c'est le cordon et le médaillon de bronze avec un numéro. Mais avant 1815, c'était un surnom militaire. Le surnom militaire était donné par le capitaine. C'est lui qui donnait le surnom. Ce n'est pas le soldat qui choisissait son surnom. Et il ne pouvait pas avoir, dans une compagnie de 50 hommes, plus qu'un Jolicoeur, plus qu'un Vadeboncoeur ou plus qu'un Larose, un Lafleur. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est là qu'est venu le fameux « dit » qui n'est pas le « de », hein, donc le « dit ». Phénomène qui s'est transporté du début de la Nouvelle-France jusqu'en l'année 1881 ou 82, où le gouvernement fédéral a dit « vous prenez Briey ou vous prenez Desrochers, un ou l'autre ». Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au Québec, on a plein d'ancêtres qui s'appellent Desrochers, dont le premier ancêtre est un Briey. Et ce qui complique les gens qui font de la généalogie, qui ne sont pas familiers avec ce phénomène de nom-là. Exemple, il y a des Fourniers dits Préfontaine, donc des Préfontaine dont l'ancêtre est un Fournier. Alors donc, il y a plein de situations comme ça qui rend un peu la généalogie intéressante. Sans ça, ça serait plate de faire la généalogie, comme je l'ai dit. Si on fait ça dans 2 heures, on n'a pas de problème. Mais avec les changements de nom, ces fameux noms, donc on a perdu énormément dans notre histoire étymologique des noms de famille au Québec, parce qu'avant ça, on avait beaucoup de noms, mais comme ça a pris 26 noms pour faire un Larose, donc on a perdu 26 patronymes. Multipliez ça par les 50 Jolicoeurs, puis les Larose, la Fleur, la Rivière, puis la Montagne, puis sans regret, sans chagrin, etc. Vous voyez donc qu'on s'est appauvri au nom. Quand nos amis français viennent ici au Québec, donc, eux autres, ils ne comprennent pas qu'on a tant de noms de pages de Jolicoeurs dans l'annuaire téléphonique. Si vous appelez Jolicoeur puis vous allez en France, n'essayez pas de trouver des Jolicoeurs. Parce que le soldat qui est rentré en France, lui, a pris son nom d'origine parce qu'il est connu sur son nom de famille, il n'est pas connu sur son surnom. Alors, c'est un petit truc qui permet de savoir que la généalogie, il y a des obstacles un peu. Aussi, tout le phénomène, hein? 900 000 Canadiens français qui sont partis en Nouvelle-Angleterre entre 1860 et la crise de 1930. 100 000 qui sont venus. Alors donc, vous avez aussi des mariages, beaucoup de mariages qui ont eu lieu dans les États de la Nouvelle-Angleterre. Dans le cas de ma famille, j'ai cherché longtemps un mariage, parce que si je n'ai pas ce mariage-là, je n'ai pas l'affiliation. Alors, je l'ai trouvé à Lowell, au Mass. Donc, j'ai trouvé ce mariage-là. Aussi, les Américains développent beaucoup d'informations là-dessus. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous êtes intéressé un petit peu à la généalogie, à ce qu'on peut en faire et ce qu'on peut développer, comme je l'ai mentionné, autant avec des étudiants en histoire comme vous, qu'on pourrait aussi pousser davantage pour que nos universités présentent peut-être un petit cours en généalogie. Merci beaucoup.